Voilà donc l'exercice d'application. On a le circuit il est comme suit. On a deux éléments présynaptiques A et B et un neurone postsynaptique qu'on va appeler M. On place un oscilloscope au niveau du neurone A, OA, un autre oscilloscope au niveau de l'axone présynaptique qu'on appelle OB, et dans le motoneurone, le neurone postsynaptique, on met un oscilloscope qu'on appelle OM. Donc on a deux éléments présynaptiques plus un neurone postsynaptique qu'on a appelé M. Donc on cherche ici à comprendre le fonctionnement synaptique ainsi que son rôle dans la coordination des activités des muscles antagonistes au cours d'un réflexe myotatique. Comme vous avez vu au niveau du cours, le réflexe myotatique qui est la contraction du muscle à son propre étirement. Et dans cet élément, donc, dans cet exercice, vous avez ces deux éléments présynaptiques et un élément postsynaptique. Donc, ce qui est très important, c'est de regarder d'abord le circuit. Vous avez combien d'éléments présynaptiques et l'élément postsynaptique, les oscilloscopes, où est-ce qu'ils sont placés? Est-ce que c'est dans l'axone de l'élément présynaptique, dans le corps cellulaire ou dans le cône axonique, ou bien au niveau de la membrane des dendrites, ou bien au niveau de l'axone du neurone postsynaptique? Donc, on réalise d'abord des expériences sur le circuit neuronique formé. Dans le neurone, on a postsynaptique M qui est en relation avec deux neurones présynaptiques A et B, comme c'est indiqué au niveau de ce document 1 qu'on a repris ici au niveau du tableau. C'est ce document qu'on appelle donc document 1. L'expérience numéro 1, on stimule isolément les neurones présynaptiques A et B par une intensité efficace. Et on vous donne l'évolution de l'état électrique des neurones présynaptiques A et B, ainsi que le neurone postsynaptique M indiqué dans le tableau suivant. Donc on a le neurone A qui est là. On fait une stimulation efficace, STA, stimulation du neurone A. Donc dans ce cas, la stimulation efficace, donc on peut vous poser la question, soit on vous donne la réponse postsynaptique. On demande est-ce que la stimulation est efficace. À chaque fois que vous avez une réponse postsynaptique, c'est que la stimulation est efficace. Et là, on vous donne l'état électrique au niveau de l'oscilloscope OA, on a enregistré un potentiel d'action. Donc, dès que la stimulation est efficace, l'oscilloscope qui est localisé au niveau du neurone excité donne un PA. Le neurone B aussi, quand on a fait une stimulation efficace, l'oscilloscope OB est situé sur l'axone du neurone excité et la stimulation est efficace. Donc, bien sûr, ça engendre un potentiel d'action. Et dans les boutons, on a vu qu'il y avait des vésicules synaptiques qui contiennent des neurotransmetteurs. L'arrivée de ce potentiel d'action, comme on vient de le voir tout de suite au niveau du fonctionnement de la synapse, va provoquer l'ouverture des CVD à CA2+, qui va éclater ces vésicules synaptiques et libère les neurotransmetteurs qui vont se fixer sur le récepteur spécifique. En fonction de la nature du neurotransmetteur libéré, là on va avoir une réponse. Si c'est une dépolarisation, on va appeler ça un PPSE, donc l'élément A a un rôle excitateur et la synapse qui en découle est une synapse excitatrice. Lorsqu'on excite la même chose de l'élément B, l'arrivée de ce potentiel d'action dans le bouton terminal va provoquer une exocyte, l'entrée d'abord, l'ouverture des CVD à CA2+, entrée des ions CA2+, qui vont provoquer l'exocytose du neurotransmetteur et sa fixation sur les récepteurs spécifiques. Et si ce NTS libéré est un NTS inhibiteur, on regarde la réponse postsynaptique. On a une hyperpolarisation, donc c'est un PP ici. Ça veut dire que le neurone B a un rôle inhibiteur et la synapse qui en découle est une synapse inhibitrice. Donc les résultats de ces excitations sont indiqués dans le tableau. Donc l'état électrique du neurone présynaptique A, ici, donc là, on vous donne ces schémas, donc à chaque fois, au niveau des résultats. Résultat donc de l'expérience numéro 1. Donc on a mis l'état électrique. Du neurone A
neurone présynaptique A. On va mettre donc neurone A, comme on a dit déjà, c'est un élément présynaptique A. Et l'état électrique aussi du neurone B. Du neurone B. Et maintenant au niveau de l'élément post-synaptique, état électrique du neurone post-synaptique. Du neurone post-synaptique. Donc dans l'élément du neurone A, on a une dépolarisation de moins 70 jusqu'à plus 30. Donc ça fait 100 000 volts, c'est un potentiel d'action. Ça c'est au niveau de OA, l'oscilloscope OA. L'oscilloscope OB de moins 70 jusqu'à plus 30. Et au niveau du neurone postsynaptique, donc suite d'abord, ça c'est au niveau de la stimulation A, donc là on va appeler stimulation B. Au niveau de la stimulation A, au niveau de OM, dans l'élément postsynaptique, on a eu une dépolarisation jusqu'à moins 58. Donc toute dépolarisation croissante et positive, c'est un PPSE donc de 12 millivolts. Et au niveau de neurone B, donc on a eu une valeur décroissante à partir de moins 70. À partir donc de moins 70 jusqu'à moins 73. TDP en millivolts, toujours. Donc on demande au niveau de la première question, c'est d'identifier, en justifiant votre réponse, les tracés A, B et C. Là, on va 1 A, identification, on demande d'identifier et justifier vos tracés. Donc, identification et justification. Identification des tracés et en même temps justifier. Donc tracé A. Tracé A. Petit a. Donc tracé petit a suite à la simulation du neurone A. Donc ça, on a une dépolarisation de moins 70 jusqu'à plus 30. On appelle ça PA. On a une amplitude de 30 millivolts. Donc c'est un potentiel d'action. Potentiel d'action. Pourquoi c'est un potentiel d'action? Parce qu'on a une dépolarisation de moins 70 à plus 30. Donc il s'agit d'une dépolarisation de moins 70 millivolts à plus 30 millivolts. Ou bien vous dites c'est un potentiel d'action qui a une amplitude 100 millivolts. C'est suffisant comme justification. Deuxième tracé, on vous demande de tracé B. Tracé petit b. C'est une dépolarisation de moins 70 à moins 58. On a dit, ça rapproche du seuil. Toute valeur croissante à partir de moins 70, c'est un PPSE. Donc, le tracé B, tracé petit b, on l'appelle PPSE, potentiel post-synaptique excitateur. Donc, soit vous donnez l'amplitude, ou bien vous dites qu'il s'agit donc légère, d'une petite dépolarisation, une légère dépolarisation de 12 millivolts. Ou bien vous dites de moins 70 à
moins 58 millivolts. Donc cette dépolarisation est appelée PPSE. Le tracé C maintenant. Là, on s'éloigne du seuil. On s'éloigne du seuil. Donc c'est une valeur décroissante. Donc il s'agit d'un PPSI. Tracé C. Donc c'est un PPSI. PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur. Donc on a une légère hyperpolarisation. Une légère hyperpolarisation. Ou bien vous donnez l'amplitude donc de moins 70 à moins 73 millivolts. Donc c'est une dépolarisation de moins 3 millivolts ou bien directement de 3 millivolts, comme on sait que PPSI c'est une valeur négative. Donc là, l'identification. Et en B, déduisez la nature de chacune des synapses AM et BM. On a excité le neurone A. On a enregistré un PPSE. Donc, l'élément A a un rôle excitateur. La synapse qui en résulte est une synapse excitatrice. On a excité le neurone B. On a enregistré un PPSI. Dans ce cas, le neurone B a un rôle inhibiteur parce qu'il a libéré un neurotransmetteur inhibiteur. Et la synapse qui en résulte est une synapse inhibitrice. Donc, petit b, déduction. Synapse, nature des synapses. Nature des synapses. Synapse AM, donc synapse excitatrice. Pourquoi? Parce qu'on a enregistré un PPSE lorsqu'on a excité l'élément A. Synapse BM. Synapse BM, c'est une synapse inhibitrice parce que on a enregistré un PPSI. Lorsqu'on a stimulé le neurone B, on a un PPSI, donc le neurone B a un rôle inhibiteur. Donc voilà pour cette première expérience. Après avoir excité de façon isolément le neurone A et le neurone B, on a eu ces enregistrements, donc l'identification. Donc on a dit tracé A, potentiel d'action, tracé B, PPSE, et tracé C, PPSI. Donc la nature des synapses dépend de l'enregistrement que vous avez obtenu. Vous avez excité un élément présynaptique. Quand vous enregistrez au niveau du neurone postsynaptique une dépolarisation, ça veut dire qu'il a un rôle excitateur. Donc la synapse est dite excitatrice. Et quand vous excitez un élément comme le neurone B, on enregistre dans l'élément postsynaptique une hyperpolarisation, un PPSI. Donc la synapse qui en résulte est une synapse inhibitrice. La deuxième expérience maintenant, on effectue des micro-injections du GABA ou de l'acétylcholine qu'on a appelé comme des neurotransmetteurs au niveau des fentes synaptiques, des synapses AM et BM. Donc vous retenez la synapse AM, n'oubliez pas qu'on a vu c'est une synapse excitatrice et la synapse BM est une synapse inhibitrice. On suit donc l'évolution de l'état électrique des neurones postsynaptiques M en absence de toute stimulation efficace des neurones présynaptiques A et B. Les enregistrements obtenus sont indiqués dans le tableau suivant. Donc on vous donne l'état électrique. Donc l'état électrique de ces éléments, on répète l'expérience ici, donc l'expérience 2. Donc on a terminé avec l'expérience numéro 1, on va faire l'expérience numéro 2. Donc au niveau de ces fentes, donc A entre l'élément A et l'élément M, et BM entre l'élément B et l'élément M, on va déposer des micro-injections de GABA. On dépose GABA au niveau de ces fentes et on regarde comment va évoluer l'état électrique de la fibre. Donc on reprend l'expérience ici au niveau du tableau pour que vous ayez un visuel sur ça. On a donc des micro-injections. D'abord de
de GABA, micro-injection de GABA. Injection GABA. Donc là, on va voir l'évolution de l'état électrique du neurone postsynaptique. Donc l'enregistrement qu'on va avoir, l'enregistrement au niveau du neurone M. Suite, donc là, dans la fente d'abord, dans la fente AM et dans la fente BM. On regarde l'état électrique du neurone postsynaptique. Lorsqu'on a injecté GABA au niveau de la fente AM, on a eu un trait horizontal au niveau de moins 70. Donc pas de modification de l'état électrique du neurone postsynaptique. Lorsqu'on a injecté maintenant GABA dans la fente BM, on a eu une hyperpolarisation. Ça c'est GABA. Donc injection de GABA et on regarde l'état électrique. Puis on injecte l'acétylcholine. Injection d'acétylcholine au niveau de la fente BM et au niveau de la fente AM. Au niveau de la fente BM, l'état électrique ne change pas, moins 70. Et au niveau de l'état électrique de AM, on a une dépolarisation. Donc on demande d'analyser ces résultats et pour déterminer la nature de ces neurotransmetteurs. On veut savoir le rôle physiologique de chacun des neurotransmetteurs injectés. Donc, suite à l'injection de GABA dans la fente AM, on voit que l'état électrique n'a pas changé. Donc, ça veut dire que cette substance n'a aucune action sur la synapse AM. Par contre, lorsqu'on l'a mis dans la fente BM, on a eu une hyperpolarisation. Donc, GABA a un rôle inhibiteur. GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Parce que lorsqu'on l'a déposé au niveau de la fente, elle a provoqué une hyperpolarisation. La même chose au niveau de l'acétylcholine. Lorsqu'on a mis l'acétylcholine au niveau de la fente BM, l'état électrique du neurone postsynaptique n'a pas changé. Ça veut dire que cette substance aussi n'agit pas sur la synapse BM. Par contre, lorsqu'on l'a injectée au niveau de la synapse AM, elle a provoqué une dépolarisation. Donc l'acétylcholine a un rôle excitateur. GABA a un rôle inhibiteur parce qu'elle a agi au niveau de la fente BM, elle a provoqué une hyperpolarisation. C'est comme on l'avait excité, la même réponse que lorsqu'on avait excité le neurone B. L'acétylcholine a donné une dépolarisation, on a dit qu'il a un rôle excitateur parce qu'elle a provoqué, comme lorsqu'on a stimulé le neurone A, la même réponse, une dépolarisation. Maintenant, pourquoi il y a absence de modification du potentiel de la membrane suite à l'injection de GABA? GABA, on a dit, a un rôle physiologique inhibiteur. Et la synapse AM est une synapse excitatrice. Et tout de suite, on a vu lors du fonctionnement d'une synapse, le neurotransmetteur se fixe sur des récepteurs spécifiques. Or, au niveau de la fente AM, on a des récepteurs d'un neurotransmetteur excitateur. Et que GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc, l'absence de réponse s'explique par l'absence des récepteurs spécifiques de GABA au niveau de cette synapse excitatrice. L'absence de réponse de l'acétylcholine au niveau de la synapse BM s'explique donc par l'absence aussi de récepteurs. L'acétylcholine est un neurotransmetteur excitateur et BM est une synapse inhibitrice, donc il y a absence donc de récepteurs de l'acétylcholine au niveau de la synapse BM. Donc, d'abord, la question C, expérience 2.
Expérience 2, question C. Donc on va dire suite à l'injection du GABA au niveau de la fente AM, pas de modification électrique du neurone M. Par contre, en revanche, au niveau donc de la fente BM, au niveau de la fente BM, on a une hyperpolarisation. Entre parenthèses, donc PPSI. Donc on peut déduire que GABA a un rôle physiologique inhibiteur. Pour l'acétylcholine, donc on va dire que suite à l'injection de l'acétylcholine au niveau de la fente BM, pas de modification de l'état électrique du neurone M. Par contre, au niveau de la synapse, au niveau de la fente AM, on a obtenu une dépolarisation. Ou PPSE. Donc, l'acétylcholine donc a un rôle physiologique excitateur. Donc, l'acétylcholine a un rôle physiologique excitateur. Petit d, comment on peut expliquer l'absence de réponse. Donc suite à l'injection de ces substances, on a dit tout de suite, GABA au niveau de la fente AM et au niveau de la fente BM. Donc, GABA n'a pas modifié, lorsqu'on a mis ça au niveau de la fente AM, n'a pas modifié l'état électrique du neurone M. Mais lorsqu'on l'a mis au niveau de la fente BM, on a eu une hyperpolarisation. Et n'oubliez pas, tout ça c'est en absence de toute stimulation.
Donc lorsqu'on met une synapse, lorsqu'on met une substance au niveau d'une fente synaptique, et quand cette substance arrive à modifier l'état électrique de la membrane du neurone postsynaptique en absence de toute stimulation, on dit que cette substance joue un rôle dans le neurotransmetteur. Donc, joue un neurotransmetteur. Comme GABA a provoqué une hyperpolarisation, on a dit qu'il a un rôle inhibiteur, mais il joue donc dans un rôle dans neurotransmetteur. Donc, GABA aussi est un neurotransmetteur. Donc, GABA est un NTS parce qu'il a modifié la membrane du neurone postsynaptique. On dit étant NTS. Et l'acétylcholine, on l'a mis au niveau de la fente BM. Elle n'a pas modifié l'état électrique du neurone postsynaptique. Mais lorsqu'on l'a mis au niveau de la fente AM, provoqué donc une variation de l'état électrique de la membrane, une dépolarisation. Donc l'acétylcholine aussi a un rôle. Étant NTS, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur. Donc, toute substance qui modifie la polarité du neurone postsynaptique en absence de toute stimulation est appelée un NTS. Il joue un rôle dans le neurotransmetteur. Maintenant, s'il provoque une dépolarisation, c'est un neurotransmetteur excitateur. S'il provoque une hyperpolarisation, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Et là, on demande en D d'expliquer l'absence de réponse lorsqu'on a mis GABA au niveau de la fente AM et l'absence de réponse de l'acétylcholine au niveau de la fente BM. Donc on a dit que GABA est un neurotransmetteur inhibiteur et la fente AM est une synapse excitatrice. Donc un neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs spécifiques. Or, la synapse excitatrice contient des récepteurs spécifiques à un neurotransmetteur excitateur et GABA étant neurotransmetteur inhibiteur. Donc l'absence de réponse s'explique par l'absence de réponse spécifique de GABA. Donc l'absence de réponse de GABA au niveau de la fente AM. Au niveau de la fente AM s'explique par l'absence de récepteurs, spécifiques. Absence de récepteurs spécifiques du GABA au niveau de la fente AM. Au niveau de la fente AM. Et pour l'acétylcholine, on a dit c'est un NTS excitateur. Et la fente BM est une synapse inhibitrice. Donc l'absence de réponse lorsqu'on a injecté l'acétylcholine au niveau de la fente BM aussi s'explique par l'absence de ces récepteurs spécifiques. L'acétylcholine est un NTS excitateur et la synapse BM est une synapse inhibitrice. Ça renferme des récepteurs spécifiques à un neurotransmetteur inhibiteur. Et quand on met donc l'acétylcholine n'a pas ces récepteurs, donc d'où l'absence de réponse. La même chose, donc l'absence de réponse de l'acétylcholine au niveau de la fente BM s'explique par l'absence de récepteurs spécifiques. Par l'absence donc d'un récepteur spécifique de l'acétylcholine au niveau de la fente AM.
au niveau de la fente, bien sûr, au niveau de la fente BM, au niveau de la fente BM. Maintenant, on vous dit en suivant les concentrations de certains ions dans le cytoplasme du neurone postsynaptique M, on a remarqué l'augmentation de la concentration intracellulaire des ions Na+ suite à l'injection de l'acétylcholine dans la fente de la synapse M, et l'augmentation de la concentration intracellulaire des ions Cl- suite à l'injection du GABA dans la fente de la synapse BM. En exploitant ce qui précède vos connaissances, expliquer l'origine unique du tracé B et du tracé C, ce qu'on avait identifié au début de l'exercice comme tracé B, on avait dit c'est en PPSE, et tracé C c'est en PPSI. Donc ça revient à vous dire que l'origine du PPSE et l'origine du PPSI. Donc suite à l'injection de GABA, de l'acétylcholine d'abord au niveau de la fente AM, donc on a vu que l'acétylcholine est un neurotransmetteur. Il va se fixer d'abord sur ses récepteurs spécifiques. Qu'est-ce qu'elle va provoquer cette molécule? L'ouverture, on a dit, des canaux chimiodépendants à Na+. Donc si les canaux chimiodépendants à Na+ s'ouvrent, on aura une entrée des ions Na+ qui provoque une dépolarisation. Donc le PPSE a pour origine l'entrée des ions Na+. Lorsqu'on dépose GABA au niveau de la fente BM, au niveau de la membrane postsynaptique, GABA va se fixer sur ses récepteurs. Dès que le neurotransmetteur se fixe sur ses récepteurs, on aura ouverture des canaux chimiodépendants à Cl-. On aura une entrée des ions Cl- qui provoque une hyperpolarisation, d'où l'enrichissement du PPSI. Donc le PPSI a pour origine l'entrée des ions Cl- suite à l'ouverture des CCD à Cl-. Et le PPSE a pour origine l'entrée des ions Na+ suite à l'ouverture des CCD à Cl-. Donc la question E maintenant, origine, on va mettre donc origine du PPSE. Donc suite à l'injection de l'acétylcholine, qu'on peut abréger ACH, l'acétylcholine au niveau de la fente AM, d'abord les événements, donc fixation, il y aura fixation de l'acétylcholine sur ses récepteurs, sur les récepteurs donc situés sur la membrane du neurone postsynaptique. La membrane du neurone postsynaptique. Puis on aura ouverture des CCD à Na+, et on aura donc entrée des ions Na+, et d'où naissance d'un PPSE. D'où la naissance d'un PPSE. Donc PPSE a pour origine l'entrée des ions Na+ suite à l'ouverture des CCD à Na+. Origine maintenant du PPSI. Donc, en parallélisme, on va dire suite maintenant à l'injection du GABA. Suite à l'injection du GABA au niveau de la fente BM,
au niveau de la fente BM. Il y aura d'abord fixation du GABA sur ces récepteurs. Fixation du GABA sur les récepteurs situés toujours sur la membrane post-synaptique. Puis ouverture de CCD à CL-, entrée de CL-, d'où l'hyperpolarisation, d'où la naissance du PPSI, d'où le PPSI. Donc, le PPSI aussi a pour origine l'entrée des ions Cl- suite à l'ouverture des CCD à Cl-, donc provoquée par la fixation du GABA au niveau de l'élément postsynaptique. Donc voilà pour l'origine du PPSE et l'origine du PPSI. 2. Représenter en justifiant votre réponse largement obtenue au niveau de l'oscilloscope EM suite à 2 stimulations efficaces et très rapprochées portées sur le neurone présynaptique A. Donc on avait dit au niveau de l'expérience numéro 1, une seule stimulation du neurone A engendrée au niveau de EM un PPSE de 12 millivolts. Maintenant, quand on fait 2 excitations rapprochées, donc 2 stimulations efficaces et très rapprochées. Donc on avait parlé tout de suite de sommation. Et donc rien que par le libellé de l'exercice en lisant, donc à chaque fois que vous entendez 2 stimulations rapprochées, ça veut dire que c'est dans le temps. Donc il s'agit d'une sommation temporelle. Donc quand on fait 2 stimulations rapprochées, donc dans l'élément présynaptique ici, si on demande de représenter, donc on va mettre 2 PA, 2 potentiels d'action. 2 stimulations efficaces donc vont engendrer 2 potentiels d'action au niveau du neurone A. Donc chaque stimulation efficace donne un PA, N stimulation, N PA. On a fait 2 stimulations, donc on va avoir 2 potentiels d'action. C'est ça la signification même que codée en modulation de fréquence de PA, ça veut dire que chaque stimulation efficace engendre un PA. Donc, une stimulation, un PA, 2 stimulations, 2 PA, dans l'élément bien sûr présynaptique ici. Donc, au niveau de notre oscilloscope OA, si on demande de représenter l'enchaînement qu'on va avoir au niveau de l'élément présynaptique, donc on a fait 2 stimulations, 2 potentiels d'action. 3 stimulations, 3 potentiels. N stimulation, N PA. Ces 2 potentiels d'action maintenant vont engendrer par sommation temporelle un PPSG global, un potentiel post-synaptique global qui est égal à 2 PPSE. Donc là, un seul PPSE c'était 12. 2 PPSE ça fait 2 fois 12 c'est 24. Et 24 est supérieur au CI. Le CI c'est 20 millivolts. De l'amplitude de moins 70 à moins 50, cette dénivellation c'est 20 millivolts. Donc à chaque fois dans ces exercices, si on n'a pas changé bien sûr les référentiels de l'exercice, donc moins 70 à moins 50 c'est 20 millivolts. Dans ce cas, le seuil c'est 20 000. À chaque fois que le seuil est atteint au niveau du cône axonique, donc notre oscilloscope est placé au niveau du cône axonique, on aura donc un potentiel d'action. Donc une stimulation, on avait donc une seule stimulation SA avait engendré au niveau de M un PPSE de 12 millivolts. Donc 2 stimulations rapprochées, 2 stimulations en SA efficaces très rapprochées, donc donnent par sommation temporelle un
PPG, potentiel postsynaptique global, qui est égal à 2 ppse, c'est-à-dire 2 fois 12 égale 24 millivolts, supérieur au seuil, donc devient un PA. On nous demande de représenter, donc en JFR, donc la justification là, la représentation, on a moins 70. On va mettre notre seuil, c'est moins 50. Et l'amplitude, c'est plus 30 millivolts, DDP en millivolts. Donc, ces deux stimulations, on va mettre ça sous forme de 2 vagues. Donc, la première vague, deuxième vague, atteint le seuil, donc il déclenche un PA. Donc, pour montrer qu'il y a une sommation. Donc, en 2 vagues, une sommation donc temporelle. Donc, voilà. Donc, dès que, au niveau du cône axonique, dès que le seuil atteint, on obtient un potentiel d'action. Donc, DDP égale à moins 50 à partir du cône axonique, il devient automatiquement un PA qui va se propager. Donc là, c'est ça qu'on appelle donc sommation temporelle. Le fonctionnement d'une seule synapse de façon répétée, on appelle ça donc sommation temporelle. 3 maintenant. D'accord. Donc là, dans le cas donc de cette sommation temporelle, donc on a fait fonctionner un seul bouton synaptique. Maintenant, on demande de représenter l'enregistrement obtenu suite à une simulation simultanée des neurones A et B. On fait fonctionner les 2 neurones, A et B. Donc on fait une stimulation efficace en A et une stimulation efficace en B. Qu'est-ce qu'on aura donc au niveau de OM? Donc on avait une seule stimulation SA. Donc petit, c'était 3A, 3B. Donc si on fait une simulation à SA, donc on a au niveau de OM, on a un PPSE de 12 millivolts. Une seule stimulation SB, au niveau de AM, on avait un PPSI de 3 millivolts, ou bien c'est comme un négatif de moins 3 millivolts. Donc si on fait une stimulation à SA plus une stimulation à SB, on stimule les 2 neurones simultanément. Donc là, on aura, s'il s'agit d'une sommation maintenant spatiale. Donc par sommation, on demande de représenter l'enregistrement suite simultanément à la simulation du neurone A et B. Donc on avait dit, une seule simulation du neurone A donné au niveau de OM un PPSE de 12 millivolts. Une seule simulation du neurone B de façon isolément. Donc au niveau de OM, on a eu un PPSE de moins 3 millivolts. Maintenant, si on fait une simulation simultanée entre le neurone A et le neurone B, une simulation efficace en A, une simulation efficace en SB. Donc là, on fait fonctionner 2 synapses en même temps. Donc on appelle ça sommation spatiale. Donc par sommation spatiale, donc on aura un PPS global, un PPG, qui est égal à la somme algébrique des PPS unitaires. On aura un PPSE au niveau du neurone A et un PPSE suite à la stimulation du neurone B. Donc c'est la somme algébrique. On avait 12 moins 3 égale 9 millivolts. Donc le résultat est un PPSE qui est égal à 9 millivolts inférieur au seuil, bien sûr. Donc on va schématiser une dépolarisation de moins 70 jusqu'à moins 61. Une dépolarisation donc de moins 70 jusqu'à moins 61. Donc on a le PPSE de 9 millivolts. Dépolarisation de moins 9 millivolts. Voilà donc pour cette application au niveau de la transmission synaptique. Donc l'essentiel surtout au niveau de ces exercices, c'est de regarder le montage expérimental. Donc le montage expérimental, les éléments présynaptiques, l'élément postsynaptique, le positionnement des oscilloscopes.
au niveau de l'élément présynaptique, au niveau de l'élément synaptique, les oscilloscopes aussi au niveau de l'élément post-synaptique. Voilà pour aujourd'hui pour cette application. Donc on va se revoir ultérieurement et je vous remercie.